Très bien. Merci Sébastien, Michael. Super. Bonjour à tous, je me présente Youssef Fadoul de Tesam. Nous vous proposons aujourd'hui ce webinaire dans le cadre du dispositif Ambition Région et plus particulièrement de l'axe développer la performance de mon entreprise, donc, qui est un dispositif financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. La thématique que nous vous proposons aujourd'hui est trouver en urgence de nouveaux fournisseurs. Et pour animer ce webinaire et vous présenter cette thématique-là, nous nous appuyons sur notre partenaire et expert Emmanuel Monlot, qui va, Bonjour. qui va se présenter et à qui je vais passer le relais. Donc à toi Emmanuel, et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Joseph. Bonjour à tous. Merci donc d'être présent pour cette session là, de formation en ligne dans le cadre du plan performance PME, accompagner le développement des entreprises. Ça, c'est l'ambition du programme, mais ça a un peu plus de sens et une tonalité particulière en ce moment, post-situation Covid, en disant, toutes les organisations, tous les schémas habituels, tous les flux sont perturbés. On sait que l'économie aussi va être perturbée. Dans ce marasme, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place et quelles sont les actions à développer. C'est dans ce sens que la région a décidé de réorienter le programme Performance PME sur des sujets experts. Et donc, ça va être l'ambition de ce webinaire, de travailler sur comment on fait pour trouver en urgence de nouveaux fournisseurs. Alors, si on regarde la méthodologie que l'on va utiliser pour animer ce webinaire, je vous propose une présentation qui va être rapide, qui va faire 45 minutes. L'idée, c'est pas juste de parler et que les gens écoutent, c'est pas tellement notre mode de fonctionnement en formation. Au contraire, on préfère que ce soit collaboratif. Et pour ça, j'utiliserai le chat, d'accord? Et donc, je vous solliciterai à plusieurs reprises dans le chat. N'hésitez pas à participer, à commenter. C'est ça qui rend l'échange intéressant. À l'issue de ces 45 minutes, on aura une session questions-réponses. Donc, notez bien vos questions dans le module questions-réponses. Ça vous permettra en fait derrière de les afficher et d'y répondre. Voilà, ça permettra d'avoir un vrai moment d'échange. Alors, le format fait que tout le monde n'aura pas le micro, la parole, etc. Mais on communique en chat et moi, je réponds à toutes les questions derrière. Pour que cette session soit pertinente, ce que je voudrais, c'est qu'on l'applique sur un fil rouge. C'est quoi un fil rouge? L'idée, c'est que on va essayer de vous donner quelques outils. On a 45 minutes, donc on va faire très court, mais quelques outils pertinents à utiliser dans vos situations d'entreprise pour faire face à la situation à laquelle vous allez peut-être vous retrouver, c'est de devoir trouver en urgence un nouveau fournisseur. Essayez de réfléchir à une ou deux situations, une ou deux familles de produits, une ou deux problématiques. Vous dites là, il faut que je me trouve un nouveau fournisseur parce que sinon, ça va pas fonctionner. Et on va essayer d'appliquer systématiquement tous les outils que je vais vous donner, chacun d'entre vous, individuellement, l'appliquer à votre cas particulier. Si jamais les outils, les conseils que je donne sont trop généraux ou sont trop particuliers, ne s'appliquent pas à votre cas, etc., toujours pareil, vous avez le chat, vous écrivez un petit message et j'en tiens compte dans mes commentaires. Donc voilà, on a une dizaine de slides qui sont prévus, qui vont vous aider à vous immerger dans cette thématique, mais il faut aussi savoir être flexible et réactif pour s'adapter au cas. Donc, je vois que nombreux sont ceux qui me disent bonjour sur le chat et je vous en remercie. Bonjour à tous. On atteint la vingtaine de participants, donc on va commencer. Et on a dépassé la vingtaine de participants au moment où je le dis. Et on va donc démarrer ce webinaire sur comment trouver en urgence de nouveaux fournisseurs. Comme j'expliquais tout à l'heure, la situation est particulière dans le boulot d'acheteur, dans son quotidien, dans la responsabilité qu'il a vis-à-vis de l'entreprise. L'acheteur est responsable de ce qu'on appelle la valeur ajoutée externe, des fournisseurs qui sont tous là pour apporter une expertise, un savoir-faire, des produits, des services. Et le rôle de l'acheteur est justement de faire en sorte que ces fournisseurs, avoir le bon fournisseur qui est capable de proposer le bon produit.
Mais il y a des fois où c'est plus compliqué que ça. On peut avoir des situations de faillite de fournisseurs, on peut avoir un fournisseur qui devient défaillant, un fournisseur qui est racheté par l'un de ses concurrents. Enfin, dans le quotidien d'un acheteur, il y a tout un tas de situations qui font que, eh bien, il faut trouver un nouveau fournisseur. Hein. Et il y en a certaines qui nous poussent à dire qu'il faut trouver en urgence de nouveaux fournisseurs. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler. Pourquoi? Parce que la situation Covid que l'on a vécue pendant ces derniers Ah, ça y est, ça a dû revenir. Vous m'entendez mieux comme ça? Voilà, je voyais que ça C'est bon. tournait un petit peu. Ok, super. Ça tournait, je me doutais qu'il y avait un petit souci de réseau. Je vous remercie de votre patience. Donc, avec la situation Covid que l'on a vécue, on se retrouve donc avec un tissu industriel qui est un peu remodelé, des fournisseurs qui font faillite, des fournisseurs qui n'ont plus de matières premières ou qui n'ont plus de trésorerie ou qui ont des soucis de ce côté-là et qui ne sont plus en mesure d'assurer leurs délais, des fournisseurs qui manquent de collaborateurs ou qui peuvent avoir des pannes, etc., du fait de l'inactivité qu'ils ont subi pendant plusieurs mois. Bref, on se retrouve avec un ensemble de situations qui font qu'on doit retrouver en urgence de nouveaux fournisseurs et c'est la thématique de notre webinaire. Donc, première étape, analyser l'urgence. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit le trouver en urgence? C'est quoi une situation qui est urgente? Je vous invite à aller au chat, s'il vous plaît, aller dans le chat et partager avec moi et avec l'ensemble des participants quelles sont les situations qui vous amènent à trouver en urgence de nouveaux fournisseurs. C'est quoi votre quotidien? À quoi est-ce que vous êtes confrontés et quelles sont les situations qui peuvent vous y amener? Allez, il y a 4 personnes qui sont en train d'écrire, je vous remercie. Les autres, n'hésitez pas à partager vos situations. Rupture de stock, là, il arrive en double. Effectivement, Sabine et Céline qui nous disent les ruptures de stock. Bah oui, j'ai plus de matière, j'ai plus de fournisseurs et mon fournisseur n'a plus non plus d'éléments à m'apporter. Le fournisseur actuel prévoit l'arrêt de production. Ça, c'est très juste. Ça peut très bien être la situation d'un fournisseur qui peut vous arrêter de produire ce produit, une obsolescence, hein, ça c'est une possibilité. Le développement d'un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle commodité sur laquelle j'ai pas de fournisseur, j'ai pas l'habitude, il faut que j'en trouve un. Mais si derrière on a le marketing et le commerce qui nous poussent en disant vite, vite, il faut trouver un fournisseur, eh ben ça devient une situation d'urgence. Alors, des problématiques de délai d'approvisionnement, ça c'est clair. Laurence dit j'ai connu ça. Oui, tu as raison. On a tous eu à faire face à ce genre de situation. Tiens, il y a une situation que j'avais oubliée, c'est l'augmentation des tarifs. Hein. On a vu pendant le confinement des fournisseurs qui venaient d'augmenter de 10% par face à la situation actuelle leurs tarifs. Et ça, d'un coup, on perd de la compétitivité. Il faut pouvoir réagir là-dessus. Laurence nous dit quand on est monosource, ça c'est effectivement, mais c'est toujours le vrai. Hein. Quand on est monosource, il faut systématiquement chercher un nouveau fournisseur. Il y a moins ce degré d'urgence, mais ce que l'on va voir aujourd'hui va aussi s'appliquer à ça. Sylvain nous parle d'un fournisseur qui nous servait sous 3 jours et au bout de 3 jours, on l'appelle, il nous dit qu'il a 3 semaines de délai. Ça, c'est la mauvaise surprise alors qu'on s'attendait à avoir la marchandise le jour J. On a une autre question de Laurence, une autre marque qui le fournisseur ne veut plus travailler avec nous. Ça, c'est vrai. On a des fournisseurs qui font choix, souvent pour problématiques de marge, problématiques de volume, de secteur d'activité stratégique et qui disent, bon, allez, j'arrête l'automobile, j'arrête l'aéronautique et tous les fournisseurs qui sont concernés se retrouvent du jour au lendemain avec cette problématique. Tiens, Frédéric, super remarque sur les non-conformités. C'est très juste. Hein. On a une non-conformité fournisseur, un fournisseur qui a du mal à régler ses problèmes de qualité, qui ne veut pas régler ses problèmes de qualité, qui ne veut pas se donner les moyens de les régler. Donc, ça, c'est clairement une situation dans laquelle on peut être amené à rechercher de nouveaux fournisseurs. Émilie parle de la stratégie RSE, c'est juste aussi. Hein. On peut vouloir aussi trouver un nouveau fournisseur en disant, bah, tiens,
suite Covid ou pas, je fais le choix, moi, en tant qu'acheteur, parce que c'est aussi ma responsabilité de prendre un virage et d'orienter vers une responsabilité sociale et environnementale de mon entreprise. Et donc, je dois choisir des fournisseurs qui sont plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du tissu social. Et ça rentre dans mes critères de choix. Et j'ai donc quelques fournisseurs dans mon panel qui correspondent plus à ces choix. Et donc, je dois faire face à cette situation-là. Ce que je voulais, moi, partager avec vous sur la notion d'urgence, quand on doit chercher un nouveau fournisseur, c'est il faut analyser ce degré d'urgence pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'urgence est subjective, d'accord ? Souvent, vous allez vous définir que c'est urgent par rapport à un critère, à une situation, etc. Mais c'est très important quand on juge du degré d'urgence d'être factuel, se baser sur les faits. C'est la première étape à faire. Et pour ça, le mieux, c'est d'en parler à son entourage et de regarder avec les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement, de la supply chain, si eux aussi pensent, jugent que la situation est urgente de par tout un de critères. On peut avoir la sensation pour nous que la situation est très urgente parce que le projet est urgent, parce que on a eu une demande de son supérieur ou du directeur général directement, parce que c'est un gros client, etc. Mais ça vaut le coup de prendre le temps d'en parler avec tout le monde pour dire est-ce que tout le monde partage ce degré d'urgence ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses plus urgentes dont je ne suis pas au courant sur le sujet. Pourquoi ? Parce que trouver un nouveau fournisseur, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et pour ça, il faut investir ce temps-là et autant investir ce temps sur les sujets qui sont vraiment prioritaires et en haut de la pyramide. Alors, deuxième facteur, c'est la dimension temporelle de l'urgence. C'est clair que si c'est urgent, c'est souvent lié à une notion de temps. Il faut les nouveaux fournisseurs pour quand ? Combien de temps j'ai devant moi ? Est-ce que ça semble réaliste ? S'il faut un nouveau fournisseur pour demain, ça semble un peu compliqué de prendre le temps de faire un sourcing, faire un appel d'offres, faire une qualification en moins de 24 heures. Attention, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que l'urgence est l'ennemi du bien. On veut bien faire et quand on fait les choses vite, en urgence, sous pression, on a tendance à les faire moins bien. Donc, il faut toujours essayer de doser quel est le degré d'urgence, quel est le degré d'importance et comment est-ce que je fais pour prendre le temps juste. J'ai besoin de temps pour faire mon travail d'acheteur, pour pouvoir faire mon sourcing, etc. Et j'explique qu'à vouloir le faire trop court, je vais louper des étapes. Et si je loupe des étapes, derrière, on va avoir un problème peut-être dans la suite du processus. Donc, ça vaut le coup d'aller vite, mais par contre, il y a des étapes qu'il ne faut pas griller. N'oubliez pas non plus que l'urgence est souvent le résultat d'un dysfonctionnement et dans le cadre d'un retour d'expérience, d'une situation d'amélioration continue, pensez systématiquement à vous poser la question quel est le dysfonctionnement qui m'a mené à cet état d'urgence. Ça, c'est assez important parce que si vous faites que traiter les urgences et que c'est vous qui êtes aux achats, le goulot d'étranglement, il y a un moment donné où vous allez exploser complètement. Donc, prenez le temps de regarder toutes les situations et de vous poser la question pourquoi est-ce que c'est devenu urgent ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je n'ai pas fait assez de monitoring et de suivi fournisseur en amont pour me rendre compte que ce fournisseur allait avoir un problème de délai ou de paiement? Est-ce que j'ai pas assez communiqué avec lui pour m'en rendre compte? Est-ce que j'ai pas assez surveillé, analysé mes risques, etc. Et en fonction de cette analyse-là, vous dire, tiens, je vais essayer de faire ça sur les autres fournisseurs pour voir et pour éviter que cette situation se représente. Dernier élément, ce qui est urgent n'est pas forcément important. On y reviendra tout à l'heure, mais il faut absolument discerner l'urgence de l'importance sur une matrice à deux dimensions. Voilà. C'est Laurence qui dit, je dis souvent, on achète soit du temps, soit de l'argent. Et tu as raison, Laurence, par rapport à ça. Effectivement, il faut choisir. On ne peut pas trouver vite un nouveau fournisseur en ayant le meilleur prix et la meilleure qualité. Très souvent, quand on doit trouver vite, on paye un peu plus cher, ne serait-ce que parce qu'on n'aura pas eu le temps de faire une négo en bonne et due forme. Je finis par une petite citation d'Edgar Morin qui est « À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel ». Voilà, un peu de philosophie. On médite 3 secondes. Voilà, c'est fait. Et on passe à la slide suivante. Donc, pour vous aider à analyser et à questionner un petit peu ce degré d'urgence, j'aimerais vous proposer un outil, d'accord, qui s'appelle l'hexamètre de Quintilien. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Il est plus connu sous le nom de QQOQCCP ou CQQCOQP. Voilà, il y a plein de manières de le dire. Mais bref, ce sont les initiales de quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. Et donc, cet hexamètre de Quintilien est assez utile pour juger de toute situation avec un regard extérieur. Voilà, vous vous positionnez un peu en extérieur du problème et vous analysez le problème sous un angle qui est différent, avec un regard qui est différent. Quel est le problème?
quelles sont les parties prenantes qui viennent participer soit au problème, soit à sa résolution, où se situe le problème. Très exactement, il faut être précis, il faut parler avec des faits. Est-ce que c'est un problème en interne, un problème en externe? Souvent, c'est un petit peu des deux. Quand est apparu le problème, quand est-ce que on s'en est rendu compte, quand va-t-il se déclarer, hein, que ça va nous permettre de donner un peu une notion de longévité ou de durée au problème. Comment va-t-il se déclarer, hein, quels vont être les facteurs visibles qui vont permettre de nous dire oui, on est dans le problème, hein. Je rappelle, pour faire un petit parallèle de la situation Covid, c'est qu'on a été au courant que la Chine était confrontée à ce problème-là, on était en décembre 2019, mais nous, on a été impacté très sérieusement à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Donc, on aurait pu l'anticiper si on s'était dit, peut-être que ça va nous toucher. Combien ça peut être les volumes, les pièces, les coûts, combien d'euros, et surtout pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Pourquoi est-ce qu'on doit le résoudre? Ça peut vous paraître trivial de répondre à toutes ces questions-là, mais croyez-moi, elles vont vous aider à bien clarifier, à prendre de la hauteur et à être capable d'avoir un point de vue externe sur le problème auquel vous êtes confronté. Ce que je voudrais vous demander maintenant de faire, c'est d'utiliser ce QQO-QCCP, hein, l'examen de Quintilien, pour analyser votre situation. Donc, je vous remets le slide précédent. Vous avez les 7 étapes de l'examètre, hein, du QQO-QCCP. Prenez le temps de reprendre le fameux fil rouge dont vous parlez en introduction de ce module. Hein. Pour ceux qui sont arrivés après coup, c'est une situation que vous vivez dans votre entreprise et pour laquelle vous dites là, il faut que je trouve en urgence un nouveau fournisseur. Essayez de prendre le temps d'utiliser cet outil et de l'analyser sous toutes ses facettes, sous toutes ses dimensions. D'accord ? Je vous laisse quelques dizaines de secondes pour le faire. Si ça vous semble évident ou trivial, prenez quand même le temps de le faire. Croyez-moi, c'est important parce que ça va vous permettre de le prendre et de l'analyser peut-être sous un angle différent. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Sylvain, pour répondre à ta question, pendant que les autres finissent de travailler, oui, les éléments sont téléchargeables après la réunion. Youssef pourra vous en dire 2 mots à la fin de la présentation. Et par ailleurs, il y aura un replay aussi qui sera disponible de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. C'est bon, vous avez tous fini votre analyse de problème pour être sûr d'avoir le regard extérieur. Je vous laisse me confirmer dans le chat si c'est le cas pour qu'on puisse passer au sujet suivant. Émilie dit OK. S'il y en a qui ont besoin encore une minute, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est tout bon pour Stéphanie. Allez, OK. Et ben on passe à la suite alors. Et la suite, c'est toujours dans l'analyse de l'urgence, une deuxième phase, une fois qu'on a pris le temps du recul, avec ce qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Alors, oubliez les noms pompeux, hexamètre de Quintilien, matrice d'Eisenhower, hein, restez concentrés sur le contenu et les faits, c'est ça qui est important. La matrice d'Eisenhower, c'est la matrice urgence-importance. Vous devez la connaître, vous avez dû en entendre parler. On a sur un axe en abscisse le délai, c'est-à-dire l'urgence, les délais d'apparition du problème. Est-ce que c'est un problème qui va me concerner là ce soir, demain ou d'ici la fin de semaine? C'est un problème à moyen terme ou à long terme, hein? Et donc, le degré d'urgence va forcément impacter ma manière de réagir. Et en ordonnée, on a l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est quelles conséquences si le problème apparaît. C'est comme ça que vous devez traduire la notion d'importance, hein, urgence, importance. Urgence, sous quel délai est-ce que je vais être impacté? Importance, quelle est la conséquence si le problème apparaît? Et à la lecture de cette matrice, vous allez être en mesure de définir que faire. Pourquoi est-ce que je vous donne ces éléments-là? Pourquoi est-ce que je vous explique ces éléments-là? Tout simplement parce que j'imagine, comme beaucoup d'acheteurs, vous êtes confronté à une problématique de temps. C'est-à-dire que votre semaine, à un moment donné, elle est pleine, elle est remplie, les sujets, ils s'accumulent jusqu'ici, on ne peut pas tout traiter, on n'a pas le temps de tout traiter. Donc, comment on fait pour faire le tri parmi tous les sujets auxquels on est confronté? On a toutes les 5 minutes des gens qui viennent toquer à notre porte et disent « Ah tiens, Emmanuel, il faudrait faire ci, ah tiens, j'ai un problème là-dessus », mais il y a un moment où tout ne rentre pas dans une semaine. Hein, si c'est une situation qui vous parle, n'hésitez pas à le noter dans le chat pour confirmer que vous êtes confronté à ce genre de situation. Et moi, je vous invite très sérieusement, dans ce genre de cas, à utiliser la matrice d'Eisenhower pour le faire.
D'ailleurs, hop, je l'ai vu. Moi, ma to-do list, elle est présentée de cette manière-là, avec un axe urgent, important. Et ma to-do list est toujours écrite sous cet axe-là pour savoir quels sont les sujets sur lesquels je dois travailler en priorité. Et ensuite, une fois que vous avez défini le degré d'urgence et le degré d'importance de chacun des sujets sur lesquels vous devez travailler, eh bien, vous pouvez adapter votre stratégie. Si c'est urgent et important, est-ce que vous voyez bien mon pointeur là? Ouais, c'est bon. C'est ici, on est dans cette catégorie, c'est urgent et important, il faut agir. C'est important, c'est la priorité et c'est urgent. C'est maintenant qu'il faut le faire et ça doit concentrer toute votre énergie. D'accord? Donc, tous les sujets qui se retrouvent dans ce carré-là, urgent et important, le carré en haut à gauche, est celui sur lequel il faut agir en priorité. En revanche, si vous avez des sujets qui tombent dans ce carré-là, c'est pas important, c'est-à-dire que les conséquences sont pas énormes et c'est pas urgent, bah, ça sert à rien, il n'a pas sa place sur votre to-do list. Hein. C'est pas une action sur laquelle vous devez travailler efficacement maintenant de suite. En revanche, si c'est urgent, mais que c'est pas important, essayez de déléguer cette tâche, essayez de trouver quelqu'un pour qui le degré d'urgence sera le même, mais le degré d'importance sera plus fort. Et vice-versa, si c'est important, mais que c'est pas urgent, planifiez. Planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire je trouve un créneau dans mon agenda pour résoudre ce problème, parce que c'est important de le traiter, mais il n'y a pas de degré d'urgence, il ne doit pas être fait là dans la journée ou dans la semaine. OK? Allez, pareil que tout à l'heure, je vous invite à utiliser cette matrice d'Eisenhower pour vous poser la question sur votre sujet, ou peut-être les 2-3 sujets que vous avez en cours en ce moment. Comment vous les placeriez sur cette matrice? Et en fait, en les plaçant, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez 2 sujets en agir et les autres qui sont en planifié ou en délégué. Et donc, ça va vous permettre de retrouver un peu de sérénité, en fait. Parce qu'on ne peut pas être en train de travailler sur l'ensemble de ces sujets en même temps. Il y a un moment donné où ça bouge, ça explose et on n'arrive pas à tout traiter. Donc, prenez le temps, toujours pareil, hop, de prendre du recul par rapport à une situation, de l'analyser et de décider de consacrer du temps aux sujets qui sont à la fois importants et urgents. Voilà. Ça, ce sera réellement votre priorité et c'est là-dessus que vous devez axer du temps. Si vous avez des questions sur cette matrice d'Eisenhower ou sur comment l'utiliser, pendant que ceux qui n'ont pas fini prennent le temps de construire cette matrice, alors vous la construisez simplement, hein, vous prenez une feuille blanche, vous faites 2 axes et vous faites 4 carreaux et vous savez qu'en haut à droite, c'est l'urgent et l'important, en bas à gauche, c'est ni urgent ni important, d'un côté urgent, pas important, important, pas urgent. Et avec ces éléments-là, vous essayez de construire votre to-do list, non plus en 2D, c'est-à-dire avec une simple liste, enfin une dimension avec une simple liste de toutes les tâches à faire, mais bien en 2 dimensions pour essayer de répartir ça sur la notion d'urgence et d'importance. Alors, Émilie a un commentaire que je vais lire à haute voix. Parfois, on ne pense pas à déléguer en externe. De nombreux clients nous disent qu'ils auraient aimé nous connaître avant pour leur sourcing fournisseur. Ok. Je pense comprendre, Émilie, que ce que tu veux dire, c'est qu'on se retrouve avec... ouais, j'ai un peu du mal à faire le lien avec le sujet précis, je suis désolé. Est-ce que tu veux bien compléter ta phrase et ta remarque pour que je puisse en parler à haute voix? Je vous laisse encore 10 secondes pour laisser autant d'Émilie d'écrire son commentaire et les autres pour finir de classifier votre matrice. Hein. Urgent d'un côté, important de l'autre, et puis on va le faire. Ce que je peux comprendre, Émilie, c'est que des fois, quand on parle de déléguer, ça veut aussi externaliser. Ça veut vouloir dire soit de demander à son fournisseur de faire, soit trouver un fournisseur, par exemple un fournisseur de prestations de services, par rapport à par exemple un consultant. Ça peut être ce que je fais moi, ce que font d'autres consultants sur le sujet, en disant, bah tiens, j'ai identifié que c'était important de trouver un nouveau fournisseur là-dessus. Je peux pas le faire moi parce que j'ai pas le temps. Je vais confier ça à une société dont c'est le métier qui ne fait que du sourcing de fournisseurs. Voilà. Et ben, je te rejoins, Émilie, c'est effectivement très pertinent d'aller le faire. Alors, ça demande une certaine maturité hein, d'externaliser son sourcing parce qu'on estime souvent que c'est important. Mais pour moi, la responsabilité de l'acheteur, c'est de définir le cahier des charges, très clairement, savoir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux. Et une fois que ça est clair et carré, on peut demander à une société externe de s'occuper du sourcing parce qu'elle aura d'autres outils, d'autres réseaux, d'autres leviers et qu'elle va me permettre de me présenter un panel de fournisseurs qui sera beaucoup plus conséquent, pertinent, adéquat que celui que moi j'aurais trouvé tout seul, ne serait-ce que parce que bah, moi, j'aurais pas pu y consacrer tout le temps requis parce que j'ai toujours des urgences qui me tournent sur le compte du nez. Donc, si c'est pas urgent,
et que c'est important, c'est très facile de le planifier. Si c'est urgent et pas important, de la même manière, je peux le donner à quelqu'un d'autre. Et comme le fait remarquer Émilie, ça revient à s'acheter du temps. Exactement, on ne peut pas tout faire, hein, il faut en avoir conscience et ça ne sert à rien d'essayer de tout faire. Voilà, on a fini la première phase qui est la phase d'analyse, hein, analyser l'urgence. Et maintenant, on rentre dans la deuxième phase qui est la phase d'action, agir. OK, comment je fais mon sourcing? Alors, j'imagine que vous êtes un certain nombre à être venus pour parler de ce sujet-là. C'est important de parler du degré d'urgence parce que je crois que ça a une vraie connotation et une vraie importance sur le sujet. En revanche, maintenant, c'est aussi assez important, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour commencer, le sourcing, c'est quoi le sourcing? Sourcing, ça veut dire trouver des nouvelles sources d'approvisionnement, trouver des nouveaux fournisseurs qui sont capables de me fournir le produit ou le service dont j'ai besoin. En temps normal, une démarche de sourcing sur des produits pas simples, ça prend plusieurs mois facilement, hein, entre le temps d'écrire le cahier des charges, d'identifier les fournisseurs, de les rencontrer, de les consulter, d'analyser les offres, de lister le fournisseur, de lister le produit. On est sur une dimension de temps qui va prendre un peu de temps. Donc, c'est sûr que le degré d'urgence vient changer, chambouler un peu. Hein. Le sourcing, c'est une première étape quand on représente un processus achat, et il est induit soit parce qu'on cherche des coûts, soit pour maîtriser les risques, maîtriser les délais d'approvisionnement, sécuriser les approvisionnements, recherche d'innovation. Voilà. Plein de sujets. On l'a déjà vu, on l'a passé en revue tout à l'heure. Diapositive suivante. J'attends qu'elle s'affiche. On a un peu de latence sur le réseau. Ça va revenir. Donc, quoi qu'il en soit, sur ce sujet de sourcing, hop, je sors mes slides de rechange pour le faire. Voilà, il faut essayer d'être le plus fin possible dans sa démarche de sourcing, et notamment sur cette étape de cahier des charges, parce que c'est clairement votre savoir-faire d'acheteur de faire cette étape-là. Donc, c'est quoi? C'est clarifier le besoin. Hein. Je fais un rappel avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'examen de Quintilien. Ça vous aide aussi à clarifier votre besoin sur cette étape de sourcing. Le premier, c'est quel est le type de produit ou de service que vous recherchez. D'accord? Si c'est des produits techniques comme des câbles ou des composants électroniques, n'hésitez pas à aller creuser les datasheets. Hein. Donc, ce sont les feuilles de présentation technique du produit. Parfois, une simple lettre dans la création de la référence fabricant peut correspondre à une longueur. Ça va vous donner des éléments. Du coup, en changeant juste la première lettre du code, commence par FR, mais en marquant IT, on va retomber sur des équivalences dans d'autres produits. Vous allez pouvoir trouver dans ces mêmes références des notions peut-être de tension, longueur, etc. Donc voilà, ça vous donne des éléments auxquels vous n'avez peut-être pas pensé, mais qui vont vous permettre de nourrir votre cahier des charges. N'hésitez pas aussi, une fois que vous avez trouvé le produit qui vous va bien, etc., à consulter les concurrents de votre fournisseur pour peut-être trouver ce qu'on appelle du cross-reference, d'accord? Donc, des produits similaires, hein. Les concurrents entre eux, les fabricants entre eux vont essayer de proposer des produits similaires en face de chacune des gammes. Donc, si vous arrivez avec une gamme, demandez à votre fournisseur de vous présenter l'autre. Posez-vous aussi la question sur votre fournisseur. Est-ce qu'il est distributeur ou fabricant? Et vous, avec qui vous avez envie de travailler? Est-ce que vous avez envie et besoin de travailler avec un fabricant en direct? Est-ce que c'est un critère qui est important pour vous? Parce qu'il vous faut du prix, parce qu'il vous faut du volume, parce qu'il vous faut des éléments et du support technique, ou au contraire, vous n'avez pas le temps à consacrer à trouver et à construire une relation avec un fabricant. D'ailleurs, si vous n'avez pas les volumes, ça ne l'intéressera pas. Et donc, il faut plutôt aller sourcer un distributeur. Et dans quel cas, plutôt que passer du temps à sourcer fabricant, trouver le bon distributeur, celui qui a des volumes sur ces références-là, parce qu'il sera en mesure de vous trouver du stock et de vous trouver des prix pertinents sur le sujet. On peut poser la question des normes, des certifications qui peuvent être requises, soit pour vous, soit pour votre client, soit dans le secteur d'activité. Se poser la question de la zone géographique. Hein, la zone géographique, c'est important. Vous voulez sourcer où? Il doit venir d'où votre produit? Est-ce qu'il y a une nécessité à avoir un produit qui est fait en Europe?
parce que c'est une demande du cahier des charges, un produit qui est fait en France. Est-ce que vous avez, vous, la capacité, si vous décidez d'aller acheter à l'étranger, de faire le suivi fournisseur et de l'analyser en tant que tel, hein, c'est pas toujours évident. Donc, ça sert à rien de vouloir aller acheter moins cher à l'étranger si vous n'avez pas la capacité, le savoir-faire, les ressources pour pouvoir suivre vos achats après ça et suivre le fournisseur. Hein. Acheter à l'étranger mais jamais voir son fournisseur, je suis pas sûr qu'au global, on soit gagnant, on prend un risque, on s'expose à un risque sur le sujet. Dernière question, la capacité de production. Est-ce que les volumes que vous donnez à ce fournisseur sont suffisants ou est-ce qu'il y a des grosses machines sur lesquelles il doit engager lui des volumes pour être compétitif en termes de coûts, sans quoi il risque systématiquement de repousser votre commande et de la faire reculer, histoire d'avoir d'autres commandes à regrouper pour produire en un seul lot. Vice versa, peut-être que votre commande est trop grosse pour votre fournisseur et que vous allez saturer son unité de production. Et donc, de la même manière, vous allez vous retrouver soit avec des délais, soit avec un fournisseur qui ne voudra plus travailler avec vous. Donc voilà, ce sont des questions à se poser, à la fois sur le type de produit, rentrer dans le détail. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette technologie-là, hein, les pièces sont soudées, est-ce que c'est obligé d'être soudé, ça ne peut pas être poinçonné? Est-ce que ça ne peut pas être collé, hein? Essayons de réfléchir et d'innover par rapport à ça. Ou est-ce qu'on peut changer la matière? Voilà. Reposez-vous beaucoup de questions. Cette étape du cahier des charges, on pourrait en parler pendant une demi-journée. Hein. Nous, on fait des formations que sur ce sujet. Elle est cruciale, mais bien définir son cahier des charges, c'est garantir 70% du succès de son appel d'offres et de son sourcing fournisseur. Étape suivante dans mon axe de sourcing et de réflexion. Une fois que j'ai clarifié mon besoin, on va essayer d'utiliser l'existant, d'accord? Donc, j'arrive pas à cette slide suivante, elle va arriver. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est dans son sourcing, commencer par regarder votre panel fournisseur qui est en mesure de vous proposer ce produit. Pourquoi? Parce que nombreux sont les acheteurs qui se retrouvent avec panel avec beaucoup de fournisseurs, donc énormément de fournisseurs, et en fait, on ne connaît pas tous les fournisseurs, on connaît tous le savoir-faire. Donc, vous avez une consultation avant d'aller passer du temps à chercher sur Internet, surtout avec le gré d'urgence qu'on a mentionné initialement, quand ça va rechercher vos fournisseurs en disant voilà le type de produit que je dois acheter, est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez faire? Et si vous ne savez pas faire, est-ce que vous savez qui se faire? Pourquoi? Parce que ce même fournisseur, lui, a peut-être unité de fournisseurs à lui, des gens qui savent faire ça, ils pourront les recommander. Donc, peut-être des partenaires, etc. Donc, ces étapes-là vont vous gagner beaucoup de temps. Hein. Commencez par cette étape-là. Émilie, Stéphane, vous dites que vous n'entendez pas bien. Je suis désolé pour l'inconvénient. Est-ce que là, ça va mieux? C'est revenu. OK, parfait. Il y a peut-être des petites sautes de réseau qui existent. Donc, première étape, regardez dans votre panel fournisseur. Deuxième étape, et on l'a vu de plus en plus arriver, c'est utiliser votre réseau professionnel. Hein. LinkedIn, par exemple, est un outil qui est à utiliser, qui est très pertinent. N'hésitez pas à poster des messages sur LinkedIn. Je recherche un fournisseur qui fait ça. Vous allez voir que vous allez susciter beaucoup de retours, beaucoup de commentaires. Nombreux sont ceux qui ont utilisé cet outil-là pendant la période et ça fonctionne très bien parce que on est dans un réseau d'entraide entre acheteurs, etc. On essaye de le faire. Il y a tout ce qui est forum et association. Je pense au CNA, Conseil national des achats, que Youssef vous présentera tout à l'heure. Je pense au réseau des apéros achats, etc., qui sont des réseaux d'acheteurs qui vont vous permettre de parler, d'échanger avec d'autres acheteurs et donc notamment de dire tiens, je cherche tel type de fournisseur, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander qui saurait le faire. Et dernière étape, vos collègues au travail, votre réseau, vos amis, les gens avec qui vous avez travaillé par le passé, les gens que vous avez croisés à des salons, etc. Tous ces gens-là ont eux-mêmes des réseaux de fournisseurs qui sauront vous recommander. Hein. Si on a un fournisseur avec qui on travaille, qui est un bon fournisseur, on a envie de l'aider et de le recommander à d'autres clients. Donc, naturellement, les gens le feront. N'hésitez pas à le faire et à en parler autour de vous. Deuxième étape importante. Donc, je vois une question de Lou Bradouille, on en parlera tout à l'heure quand on traitera les questions-réponses. Je t'oublie pas sur le sujet. Deuxième phase de cette action stratégie de sourcing dans la phase agir, c'est de se poser la question, une fois que j'ai regardé avec mes fournisseurs internes, l'autre option, c'est est-ce que je peux pas le fabriquer moi? C'est ce qu'on appelle une analyse make or buy. Donc, est-ce que je fabrique ou est-ce que j'achète? Il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une partie ou tout le produit ou le service ou le process que je pourrais internaliser et fabriquer à l'intérieur de l'entreprise?
Donc, souvent, quand on est face à un produit qui va être critique, avec des délais d'approvisionnement qui vont être critiques, etc., on peut se poser la question, est-ce que j'ai pas mieux fait d'acheter une petite machine et de fabriquer cette pièce en interne, ou en tout cas pour me dépanner quand je vais avoir des problèmes, plutôt que d'essayer systématiquement de l'acheter, parce que j'ai un cahier des charges qui est tellement important que j'arriverai jamais à trouver le fournisseur qui va bien derrière. Je dis pas que c'est la bonne solution, je dis juste que ça vaut le coup de se poser la question avec le directeur de prod en disant bah tiens, tu m'as dit qu'il y avait besoin de ça, ça et ça. Est-ce que moi j'ai un fournisseur qui fait que cette partie-là? Est-ce que par exemple, je pourrais pas te fournir les barres découpées et que toi tu fasses l'assemblage plutôt que d'acheter un ensemble qui serait assemblé? Je comprends que pour toi, en tant que responsable de production, tu aimerais avoir un sous-ensemble tout assemblé, mais là, dans l'urgence, pour faire face à la situation, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une situation intermédiaire qui me permette de le faire? Hein, ça, c'est notamment à mettre en place si vous pouvez dès le début. Sinon, si vous vous rendez compte que c'est compliqué de sourcer un fournisseur avec tous les critères, posez-vous la question, est-ce que je ne pourrais pas en fabriquer une partie en interne et puis le reste, demander à mon fournisseur de le faire. Hein. C'est là où je rejoins aussi ce que disait Émilie tout à l'heure, externaliser le sourcing auprès d'experts métiers. On fait, nous, ce genre de prestations pour nos clients quand ils nous le demandent, de se dire, bah, tiens, je vais demander à quelqu'un dont c'est le métier, qui a l'habitude, qui sait faire, de me trouver tous les fournisseurs qui sont capables de fabriquer ce produit-là. Troisième étape de notre plan d'action sourcing, sonder le marché. Posez-vous la question, quels sont les autres secteurs d'activité qui pourraient utiliser ce produit ou cette technologie? Il y a forcément des produits, des technologies qui vont être utilisés dans d'autres secteurs. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que votre entreprise qui utilise ce produit. Moi, j'ai travaillé pour un client où on devait acheter des produits en céramique, donc c'est dans le domaine de l'énergie. Et effectivement, on était embêté parce qu'on était mono-sourcing avec un seul fournisseur là-dessus, qui avait le monopole mondial, et on est allé chercher des fournisseurs qui travaillaient plutôt dans le domaine de la cuisine et des laboratoires, mais ils avaient l'habitude de fabriquer des produits en céramique et on a travaillé avec eux pour développer une double source sur ce produit. Donc ça va vous aider dans votre phase de sourcing à aller chercher soit des experts, soit des partenaires, soit des gens de votre réseau qui connaissent ce secteur-là et qui seront capables de vous recommander des fournisseurs, ou sinon directement d'aller sonder des fournisseurs qui seront sur ce sujet, sur ce secteur d'activité. Ensuite, dernière partie de notre recherche de fournisseurs. En dernier conseil, moi, ce que je vous conseille, c'est de raisonner en cercle concentrique. Commencez pas à aller chercher en Chine, aux États-Unis, où est-ce que on pourrait aller trouver des nouveaux fournisseurs. Raisonnez en cercle concentrique. Posez-vous la question, est-ce que déjà autour de moi, autour de chez moi, j'ai des fournisseurs qui sont capables de le faire? Si c'est le cas, ce sera ce qu'il y aura de plus rapide. Hein. Pour gérer un degré d'urgence, il faut aller à côté parce que vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller chez le fournisseur, vous pouvez travailler avec lui, il peut venir chez vous, voir comment ça fonctionne et par itération, on sera très rapidement capable de monter, de mettre au point un produit, un service qui correspondent à votre besoin. Si vous n'êtes pas capable de trouver autour de chez vous, éloignez un peu le cercle, regardez dans votre région. Sinon, dans votre pays, hein, on va regarder en France. Si ça ne fonctionne pas, on va regarder en Europe. Et une fois qu'on aura fait le tour de toute l'Europe, du Maghreb, de la Turquie, et qu'on voit qu'on n'arrive pas à trouver, ben là, on ira chercher en Chine ou aux US. Hein. Mais ça peut être important, plutôt que d'aller systématiquement chercher en Chine, parce qu'on sait que là-bas, on ne trouve pas cher, de faire ce travail-là. Hein, j'en parle pas, mais quand on fait du sourcing à l'étranger, il faut raisonner absolument en TCO, Total Cost of Ownership, hein, en coût total, ça s'appelle. Et se poser la question de dire oui, mon produit coûte moins cher, mais quand j'ajoute le coût du produit, le coût de qualification, le coût du voyage pour aller auditer mon fournisseur, le coût de rapatriement, le coût des problèmes, du risque, etc., au final, ben, les montants, ils sont assez importants à gérer, les montants auxquels on doit faire face. Et alors cinquième stratégie, cinquième conseil sur ce sujet de sourcing, hein, pensez à utiliser les bons outils et les bons délais. Il y a des annuaires spécialisés qui existent sur Internet, qui vont être propres à un secteur d'activité, par exemple. Il y a des salons qui sont organisés. Si vous ne pouvez pas participer à ces salons, regardez la liste des exposants. Ils sont très souvent disponibles sur les sites Internet des salons. Ça vous permet d'extraire la liste. Ça vous donne une liste de fournisseurs à consulter. Pardon. Vous avez des annuaires professionnels, on pense à Compass, on pense à Europage. Quand vous allez avoir 2-3 fournisseurs, vous allez regarder quels sont les critères de ces fournisseurs. Vous les rentrez sur Compass ou sur Europage et ils vont vous sortir l'ensemble des fournisseurs qui vont avoir les mêmes critères. Hein, donc, ça va vous faciliter votre démarche de sourcing.
Ne boudez pas non plus les places de marché, les plateformes d'e-sourcing qui vous permettent de mettre en ligne des appels d'offres, des demandes, et ces plateformes vont informer tous les fournisseurs qui correspondent à vos besoins de votre demande pour vous proposer des solutions alternatives. Ça, c'est sur la partie outils. Sur la partie relais, vous avez les chambres de commerce et d'industrie qui peuvent vous aider. Elles sont présentes dans un certain nombre de pays, au même titre que les ambassades qui disposent de services économiques. Vous pouvez les appeler en disant, voilà, je recherche un fournisseur dans ce pays-là, dans tel domaine. Est-ce que vous êtes capable de m'aider, hein? Ils ont des services spécialisés là-dedans, les CCI, les ambassades françaises. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et pour savoir quel est le pays, dans quel pays est-ce que je dois sourcer, parce que c'est un exemple qui revient assez souvent. Eh bien, un bon moyen de le faire est de regarder le site internet des douanes. Les douanes françaises vont vous permettre par ce qu'on appelle un code TARIC, hein, c'est par typologie de produit. Alors, c'est un peu compliqué, il y a un vrai savoir-faire pour trouver le code TARIC de votre produit, mais on pourra peut-être proposer à Youssef, s'il le souhaite, si vous trouvez que c'est pertinent de faire un webinaire sur le sujet. Comment utiliser le service des douanes pour faire du sourcing dans le bon pays. Vous rentrez votre code TARIC sur le site des douanes, ils vous disent quels sont les pays, les plus gros exportateurs sur ces produits-là, en tout cas, où est-ce que la France achète majoritairement ce genre de pays, de produits. Si vous l'achetez, par exemple, des jouets en plastique, il va vous dire que la majorité des importations arrivent de Chine. Donc, vous dites, OK, le marché fournisseur est probablement en Chine, puisque l'ensemble des importations de ce pays se fait à travers là. Pour les produits électriques, vous allez trouver la République tchèque, la Slovaquie, etc. Donc, vous dites, tiens, pour ce genre de produit, je pense que je peux sourcer là-dedans. Donc, ça va vous donner une indication dans quel pays focaliser vos recherches. Et ensuite, les CCI et les ambassades vont vous aider à vous donner des fournisseurs là-dessus. Jean-Michel dit que certaines ambassades fournissent des listes de fournisseurs sur une techno. Par exemple, le Portugal qui est très actif. Et c'est vrai, Jean-Michel, je suis complètement d'accord avec toi. Et Sylvain dit, et pour les pompes, alors si tu parles des chaussures, les pompes, le Portugal aussi est très actif. Après, ça va dépendre du type de pompe, mais on pourra faire l'essai, Sylvain, si tu le souhaites, d'aller voir le site des douanes et d'aller regarder les typologies de pompes, où est-ce qu'elles s'achètent. Et je pense que ça dépend du volume de ta pompe, en fonction du débit ou de la taille de ta pompe. Tu vas avoir des pays qui vont être spécialisés là-dedans. Il faut rentrer un poil plus dans le délai, mais on pourra en reparler à l'occasion. Voilà, dernière étape de la démarche de sourcing, et on arrive au bout des 45 minutes, c'est l'analyse. Pourquoi? Parce que vous avez passé du temps là à analyser votre besoin, à le comprendre. Ensuite, vous avez recherché, trouvé des nouveaux fournisseurs, et il va falloir maintenant faire le tri parmi tous ces fournisseurs. Si vous avez un seul fournisseur, c'est pas un choix, hein, c'est une imposition. Vous allez trouver une seule solution, mais vous serez jamais garanti d'avoir le meilleur prix, la meilleure qualité et le meilleur délai. Donc, la seule manière de le savoir, c'est d'avoir plusieurs solutions. Et donc, prendre le temps de consulter les fournisseurs, de comparer des choses comparables. Si vous avez un fournisseur qui vous livre un produit assemblé et l'autre qui vous livre le produit à assembler, ben on n'est pas sur on compare pas des pommes avec des pommes. Donc, il faut savoir se remettre sur un niveau de comparaison identique pour savoir quelle est la meilleure option. Est-ce que j'achète quelque chose à assembler, je le produis en interne, ou est-ce que j'achète tout assemblé? Et en termes de coûts internes, etc., il y a une analyse à mener pour faire cette différence. Pour réduire le temps de consultation de vos fournisseurs, puisqu'on est dans l'urgence, hein, je le rappelle, c'est le thème de cette conférence, n'hésitez pas à envoyer uniquement quelques références, soit parce qu'elles sont très pertinentes en termes de représentativité, si on est sur des pièces sur plan, ça représente vraiment le type de pièces que vous achetez, soit parce qu'elles ont des volumes qui sont pertinents, et vous envoyez en consultation à vos fournisseurs 2-3 références. Si vous envoyez à vos fournisseurs une liste de 50 références à chiffrer, ça va leur prendre 15 jours. D'abord, ils n'auront peut-être pas envie de le faire. Ensuite, ils n'auront certainement pas le temps de le faire ou ils ne seront pas compétitifs. Envoyez-leur 2-3 références et ça va vous servir à faire le tri parmi tous les fournisseurs et à dire à 2 fournisseurs, voilà, on vous a shortlisté, on a choisi 2 fournisseurs à qui on veut faire chiffrer toutes les références parce qu'on semble que vous pouvez être pertinent. Dans ce contexte-là, votre fournisseur sera beaucoup plus motivé pour aller au bout de sa démarche. Essayez aussi d'avoir un jugement objectif. Je sais que c'est difficile quand on compare et quand on analyse des offres, mais vous avez des fournisseurs qui vous ont fait une offre. Il y en a un qui aura été super sympa, très réactif. Il y en aura un autre, ça aurait été compliqué de l'avoir au téléphone. Il vous aura envoyé une offre qui n'était pas belle ou en tout cas qui n'est pas claire, etc. Mais prenez quand même le temps d'avoir une lecture objective. Peut-être, il faut passer cette barrière, ce petit ressenti qu'on peut avoir vis-à-vis d'un fournisseur par rapport à un autre. Si le fournisseur n'est pas réactif, s'il ne donne pas satisfaction, etc., c'est sûr qu'il ne faut pas le sélectionner. En revanche,
Assurez-vous que ce soit vraiment le cas et que ce soit pas juste que votre mail tombe au mauvais moment ou que vous dérangiez le fournisseur au mauvais moment. Dans l'analyse, pensez aussi à la qualification fournisseur-produit. Comment je fais pour m'assurer que mon fournisseur est bon en termes de qualité, qui ne va pas me livrer de non-conformité. On a vu tout à l'heure que la non-conformité était un des problèmes auxquels on pouvait être confronté. Et posez-vous aussi la question de comment est-ce que je qualifie mon produit. Souvent, dans l'urgence, on va se dire, bon, bah tant pis, qualification fournisseur, je la saute, qualification produit, livrez-moi les produits, on verra. Mais des fois, on peut se retrouver un peu embêté par rapport à ça et à vouloir aller trop vite, et ben le fournisseur est obligé de reproduire parce que la pièce n'est pas conforme. Donc voilà, assurez-vous de bien bétonner tout ça. Le mieux, c'est de faire une réunion avec le fournisseur, avec les équipes techniques, la R&D, la production, et on se vérifie tout ça pour se donner toutes les chances que les pièces arrivent bonnes du premier coup, et éventuellement profiter du temps de production de la pièce du fournisseur pour aller l'auditer, le visiter, et profiter du produit qui vous est livré, du prototype, pour le qualifier le produit, pour l'assembler, et si ça marche, comme ça, vous gagnez un peu de temps sur vos délais de production. OK, voilà la dernière étape de cette thématique. Alors, bien évidemment, on parle de sourcer en urgence des fournisseurs. On vient de faire ça en 45 minutes. Donc, il y a un peu d'urgence aussi à transmettre ces quelques conseils qui étaient ciblés et qui veulent apporter des éléments un peu experts sur le sujet. Ça va être le moment maintenant de la phase questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à aller dans le mode QR, questions-réponses, et à poser les questions auxquelles vous voudriez participer. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Monlot. Je travaille pour une société qui s'appelle FCA, Formation Conseil Achat. Je vous donne ici mon adresse mail si vous le souhaitez. Donc, on travaille pour la région et via le TESAM pour animer des formations achat et supply chain et faire des missions de conseil. Si vous le souhaitez, on peut rentrer en contact sur LinkedIn. Je fais afficher une petite bannière en haut de votre écran là, si ça vous intéresse. Vous cliquez sur se connecter, ça vous amène sur mon profil LinkedIn et vous pouvez me demander facilement en contact. Et je vais rentrer donc dans la phase de questions-réponses. Alors, Q&A. Donc, j'ai une question ici qui est la stratégie RSE. Effectivement, c'était Émilie qui faisait remarquer que la RSE rentrait de plus en plus dans les critères maintenant, soit de choix fournisseurs, soit de besoin de sourcing et de nouveaux fournisseurs. Et effectivement, c'est le cas. Donc, Loubradou, quel est le réseau forum achat le plus efficace? Alors, il n'y en a pas un, ça va dépendre de ton secteur d'activité. Je sais que les chambres de commerce organisent, la métallurgie aussi organise des séminaires ou des petits déjeuners entre acheteurs ou du même secteur d'activité où on peut échanger. Donc là, ça va être efficace parce que tu retrouveras avec des acheteurs d'entreprises qui sont sur les mêmes typologies de fournisseurs que toi. Par contre, peut-être des fois des concurrents. Tu peux profiter des petites sauteries qui sont organisées par tes fournisseurs, des inaugurations, des anniversaires, etc., ou qui invitent tous leurs clients pour aller rencontrer certains de tes concurrents ou d'autres clients de ce fournisseur-là qui ont peut-être des problématiques similaires. Je t'invite aussi à regarder le CNA, Conseil national des achats, qui est le réseau des professionnels des acheteurs. Il y a un forum où tu peux poser tes questions. Et puis LinkedIn, hésite pas à utiliser LinkedIn. D'ailleurs, Sylvain, c'était une de tes questions. Et pour les pompes, où est-ce que je trouvais un fournisseur de pompes? S'il vous plaît, aidez-moi. Ce que je t'invite à faire, Sylvain, fais de suite, là, à la fin de ce webinaire, un post sur LinkedIn avec une photo du type de pompe que tu cherches, quelques caractéristiques, et tu le publies. Moi, je pourrais le relayer avec plaisir, et tu verras que ça va facilement se mettre. LinkedIn va travailler pour toi. Il y a des gens qui vont venir te proposer des solutions et qui t'amèneront des fournisseurs sur le sujet. Laurence, tu donnais des exemples de plateformes. Voilà, je viens d'en citer quelques-unes. A priori, si c'est pas le cas ou si c'est pas exactement le sens de ta question, n'hésite pas à l'envoyer. Je reviens dans le chat. Est-ce que vous avez des questions, des éléments? Est-ce possible d'avoir le lien pour le PowerPoint? Lors du dernier webinaire, je n'ai pas eu le mail, donc c'est Stéphanie qui nous dit ça. Donc, je vais redonner la parole à celle qui va répondre à cette question. Tu vois, il vient de dire, je vous la transmettrai par mail. Donc, Youssef transmettra cette présentation, et pour l'ancien webinaire, idem.
Oui, enfin, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Oui. Vas-y, je te redonne la parole. Alors oui, je confirme, Stéphanie, je vous transmettrai la présentation et pour ceux qui le souhaitent, ce webinaire a été, enfin, est enregistré, donc je vous transmettrai également le lien pour le téléchargement de l'enregistrement ou le lien sur une chaîne YouTube privée Ouais, que nous vous exactement. enverrons. Moi, je Voilà. vais le mettre sur ce webinaire et puis le précédent aussi sur notre chaîne, sur la chaîne YouTube Formation Achat, parce que c'est là où on met tous les contenus qui permettent aux gens de se former aux achats gratuitement. Donc, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et puis, je le mettrai dessus et comme ça, voilà, ça permettra d'avoir des éléments d'information, que vous puissiez retrouver le contenu. Et idem, la présentation, je crois que ça sera envoyée par email. Exactement, je confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je te laisse peut-être enchaîner sur la présentation du CNA et du plan performance PME. Youssef, ça permettra aux gens qui ont des questions de les écrire et puis on reviendra sur les questions-réponses derrière. Oui, alors rapidement pour le CNA, donc ce webinaire vous est proposé donc dans le cadre du dispositif Ambition Région, donc j'en ai parlé au début, et enfin la plupart d'entre vous est accompagné dans le cadre du dispositif Flash. Ambition Région est un dispositif financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a adapté le contenu de ces accompagnements pour cette période que nous vivons actuellement, période de Covid. Euh, Dans le cadre des accompagnements flash, donc vous avez accès à 2 fois 2 heures d'accompagnement en lien avec le contexte actuel que nous vivons. Euh, Ce webinaire vous est également proposé en partenariat avec le Conseil national des achats, euh, qui n'a pas, c'est Xavier Husson qui représente le Conseil national des achats en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a organisé ce webinaire avec nous, mais malheureusement Xavier n'est pas disponible, donc je vous enverrai la présentation du CNA par email. Euh, on a parlé des réseaux tout à l'heure. Emmanuel, tu es membre du Conseil national des achats. Est-ce que tu peux, que tu connais mieux que moi, hein, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, quels sont les avantages à adhérer à ce réseau qui est le CNA en Auvergne-Rhône-Alpes? Bien sûr, alors je leur dis, hein, il y a plein de réseaux qui existent pour les acheteurs. On parle du CNA, la métallurgie a un réseau, Apéro Achat a aussi un réseau. Donc, il y en a plein qui existent. Le CNA, c'est celui qui nous représente au niveau national. Donc ça, c'est intéressant pour nous acheteurs de savoir qu'on est représenté. Ces gens-là qui vont réfléchir, partager avec d'autres syndicats et se poser la question de dire comment on représente les acheteurs, c'est quoi le métier d'acheteur, quels sont les enjeux, etc. Donc, l'adhésion a plein d'avantages. D'abord, on finance cette organisation, ça a le sens de celle qui nous présente. Ensuite, on a accès à un intranet où on propose pas mal de documents. Il y a des vues qui existent, des achats, etc., qui sont disponibles et accessibles en ligne. On va avoir annuaire, on va trouver tous les adhérents. Donc, on peut contacter quand on a une question, on dit chercher un acheteur de chez Alès qui a de la mécanique parce qu'on a besoin. Là, qu'on retrouve, on le contacte sur l'annuaire. Donc, on gagne du temps pour qu'il y ait des fournisseurs. On a aussi un forum sur lequel on peut poser des questions. Il y a aussi des événements. Hein. On parlait d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a aussi des événements qui sont organisés. Là, Xavier, on organise un certain nombre tout au long de l'année où on peut se retrouver entre acheteurs. Souvent, c'est suivi d'un petit cocktail sympa pour échanger et puis avec des intervenants de qualité. Donc, voilà, moi, je vous invite à le faire. Sachez qu'il y a un tarif préférentiel pour les acheteurs qui sont demandeurs d'emploi et qu'il y a aussi la possibilité, il y en a beaucoup qui font financer leur adhésion par leur entreprise parce qu'on parle de quelques centaines d'euros et que derrière, on a accès à un réseau et pertinent et intéressant pour faire son travail. Merci Emmanuel pour ce complément d'information. Pour les questions, donc je vois Émilie qui écrit, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, profitez-en, on a encore quelques minutes devant nous. Si on
a répondu à toutes les questions. Je vous en remercie. Si vous avez encore des cas particuliers, etc., à faire, n'hésitez pas à reprendre le fil rouge et à partager sur le sujet. Je sais par exemple qu'on a Sylvain qui a publié à l'instant son post sur sa recherche de pompe. Donc, dès la fin de ce webinaire, si Sylvain m'envoie le lien, je me permettrai de communiquer sur le sujet et de faire suivre. Si vous-même, vous avez des fournisseurs de pompes, n'hésitez pas à contacter Sylvain pour lui répondre. Chaque situation est unique, hein, chaque situation est spécifique. Faire un sourcing, c'est compliqué, ça prend du temps. Il faut se donner ce temps-là si on veut faire les choses bien et les faire étape par étape. Et le degré d'urgence est à analyser au regard de toutes les situations. Le mieux, c'est de réussir à anticiper, hein, planifier. Donc, une fois que vous avez traité dans votre matrice d'Eisenhower ce qui est en haut à droite, ce qui est urgent et important, pensez à passer derrière et à planifier vos tâches importantes et pas urgentes parce qu'il y a un moment où elles vont devenir urgentes. Et si ce petit carré-là, important et pas urgent, est vide, et vous l'avez toujours traité et planifié, bah, vous allez limiter, il y aura de moins en moins de choses qui vont vous tomber sur le coin du nez et qui seront importantes et urgentes à traiter. Voilà, Laurence nous dit merci, demande de nous envoyer, parfait, merci beaucoup. Et donc au plaisir de rester en contact sur le sujet. Merci à tous, Mélissa, Sophie, Émilie, et puis eh bien Jean-Michel aussi, Loubradou, voilà. À disposition pour échanger avec vous ou discuter de vos autres questions. Et sinon, bah, au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Merci en tout cas, Youssef, de l'avoir organisé. Bah merci à toi, Manuel, pour cette excellente présentation. Et merci à tous pour votre participation, vos commentaires, vos questions, vos échanges. C'était vraiment intéressant. Voilà, encore une fois, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, vous aurez mes coordonnées que je vous enverrai par email. N'hésitez pas à me contacter, puis on essaiera de vous proposer des solutions pour vous accompagner dans vos différents projets. On a la chance d'être dans une région qui investit dans ces entreprises, dans ces PME, dans ces ETI. Donc profitez-en et n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour échanger sur vos sujets, et sur vos projets achats et performances organisationnelles en général. Et peut-être deux mots, Youssef, sur ceux qui ne seraient pas encore accompagnés. Si dans le cadre du redémarrage post-Covid, vous faites face à des situations achats un peu complexes, où vous dites, tiens, là-dessus, j'aimerais bien un petit coup de main, sachez que la région finance à 100% 2 fois 2 heures de conseil. Donc, vous pouvez être accompagné par un consultant qui va venir vous donner son regard extérieur, des conseils, des idées sur votre problématique. C'est gratuit parce que c'est financé par la région, il faut le souligner. Et ça peut des fois vous faire gagner beaucoup de temps. Hein. S'acheter du temps, on en parlait tout à l'heure, c'est Émilie qui le disait. Maintenant, voilà, vous pouvez vous acheter du temps gratuitement grâce à ce dispositif. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, quelle que soit votre problématique. Vous prenez contact avec Youssef et puis vous échangez avec lui sur votre besoin. OK ? Oui, complètement. Par contre, je vois des commentaires. C'est vrai que ce dispositif est applicable uniquement en Auvergne-Rhône-Alpes. Comme je vous l'ai dit, on a la chance d'être dans une région qui investit dans l'économie, donc on a cette chance-là. Et donc, oui, je vois bravo à la région. Donc, merci Laurence. N'hésitez pas à prendre contact. Juste pour rappel, ce dispositif est bien, pour les entreprises qui sont en difficulté liée au contexte et qui ont un besoin, qui ont besoin d'être accompagnés notamment sur les achats. Et Emmanuel est labellisé dans ce dispositif, donc il peut vous assister sur 2 fois 2 heures par visio. Voilà. Pour les autres régions, malheureusement, je ne sais pas. Il y a sûrement des initiatives dans les autres régions. Par contre, je ne les connais pas. Je vois encore des personnes qui écrivent dans le chat. Clémentine qui nous dit qu'il faut se relocaliser en Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. On va déconnecter. Allez-y. Juste. Bonne idée, je confirme, on est dans une belle région.
Eh ben, très bien. Merci à vous, Émilie. Eh ben, très bien. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va clore ce webinaire. Encore, merci à tous. Merci à toi, Emmanuel. Et merci à la région pour d'avoir financé Allez, merci beaucoup. Alors, ce merci à dispositif. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous envoie dans les heures qui suivent, je vous envoie la présentation, le PowerPoint et l'enregistrement sur demande de votre part. Merci à tous.